Mais j'aimerais bien poser une première question, si vous le permettez. Alors, j'aimerais savoir comment est, comment est apparu pour vous, pour Marie-Claude et toi, le besoin de cette forme-là et en lien, en continuité, et de l'inscrire, en fait, ce besoin-là en continuité avec Combat au bout de la nuit. Parce que Combat au bout de la nuit, comme je vous le disais, a été également tourné en Grèce, mais là, le politique était beaucoup plus directement adressé. On suivait des manifestants, des revendications, des gens qui revendiquaient à cause des mesures d'austérité dont ils étaient victimes. Et à travers ça, on suivait des migrants qui se sont retrouvés à Athènes, etc., etc. Et là, comment est-ce que de Combat au bout de la nuit, on en est arrivé à quelque chose comme ce qu'on vient de voir ce soir? Alors, c'est une bonne question. En fait, dans Combat au bout de la nuit, je me suis retrouvé à filmer au moment où Syriza, le groupe politique Syriza a été élu, ce qui n'était pas prévu dans le tournage, parce que j'ai commencé à tourner avant que l'élection ait lieu. Et avec leur élection, il y a eu vraiment un espoir d'une transformation radicale de la politique, d'une sortie de l'austérité, mais d'une transformation complète c'était l'espoir qu'a fait naître Syriza pour les Grecs, mais pas seulement pour les Grecs, pour les Européens en général. Et bon, Syriza a été élu et en promettant de sortir des mémorandums imposés par la Troïka, par l'Union européenne, le Fonds monétaire international. Et ils sont entrés en négociation pendant 6 mois et au bout de 6 mois, ils aboutissaient à rien. Ils ont fait un référendum qu'ils ont gagné avec l'appui de la population majoritairement. Et malgré tout, une semaine plus tard, ils sont allés voter un nouveau référendum qui a enfermé la Grèce à nouveau dans des mesures d'austérité. Alors, il y avait comme une espèce de quelque chose d'absolument incompréhensible, c'est-à-dire... et donc, le film était témoin de ça, d'une part. D'autre part, il était aussi témoin de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, mais la crise des réfugiés, du point de vue des réfugiés, c'était une ouverture pendant une année. Les frontières ont été ouvertes. Et en mars 2016, les frontières ont été à nouveau fermées. Donc moi, je n'avais pas le désir de continuer à filmer une situation fermée. Mm-hmm. Je sentais qu'il y avait une impasse que je n'avais pas envie de suivre. Et puis, j'ai eu besoin de prendre du recul pour essayer de saisir quelque chose que je sens en Grèce qui est plus puissant que le sentiment qu'on a avec la situation politique actuelle. C'est-à-dire qu'en Grèce, dans toute leur histoire, la Grèce a été envahie de nombreuses fois. Et pourtant, la Grèce est toujours là. Donc, le sentiment d'impuissance qui habite la Grèce, j'ai eu besoin de me sortir du présent pour regarder d'une autre manière. Voilà. Et de là, dans la recherche est apparue Empédocle avec cette pensée que les choses sont constamment en transformation, qu'il y a des périodes de destruction qui suivent des périodes d'amour. Alors, cette manière de voir le monde, je m'en suis inspiré, d'autant plus qu'Empédocle, c'est un philosophe de l'Antiquité, mais son texte est poétique. C'est-à-dire qu'on peut lire ses textes comme des poèmes, et non pas comme une tentative de construire un système. Donc, à partir de ces textes poétiques-là, il y avait une ouverture pour explorer la Grèce,
d'une complète manière, d'une manière complètement différente, qui était pour moi aussi, comment dire, essayer de chercher un espace de liberté dans un pays qui est quand même sous contrôle, voilà. Un espace de possible. De possible, vraiment. voilà. Et après là, à partir de là, j'ai emprunté un sentier que je ne maîtrisais plus tout à fait. Ah bon? On a emprunté un sentier, Marie-Claude et moi, c'est-à-dire que, Empédocle, il réfléchit à la constitution du monde à partir des 4 éléments. Donc, c'est des sources qu'on a utilisées, des pistes qu'on a utilisées. Essayer de saisir comment les éléments sont présents, comment la transformation des éléments sont présents en Grèce. Donc, c'était une piste qu'on utilisait. Et l'autre piste chez Empédocle, c'est cette idée que de la métempsychose. La métempsychose, c'est un peu cette idée-là que l'âme voyage à travers des corps différents. Et en même temps, l'idée de l'égalité des vivants, c'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité des êtres humains par rapport aux animaux, par rapport aux plantes. Donc l'âme voyage, selon Empédocle, peut voyager très bien d'un corps humain vers une plante, vers un animal. Et en même temps, il y a une sorte d'égalité. Donc à partir de cette idée-là d'égalité, on a commencé à filmer des plantes comme si c'était des personnes, des animaux comme si c'était des personnes, et à essayer de construire quelque chose à partir de là. On le sent très bien, ça, dans le film, cette circulation-là. C'est comme si tout ce qu'on est tellement habitué à dissocier se retrouve indistinct. Il y a une coexistence de différentes échelles aussi, de différentes... Le passé ou le présent, ça s'indistingue, ça aussi. C'est très, très intéressant. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Oui, bonsoir. Il me semble me souvenir aussi que chez Empédocle, il y avait un rapport au temps qui était plutôt circulaire, ce que, à mon avis, le film traduit très bien. Bon, c'est quand même un film essentiellement de montage. J'imagine que j'aimerais ça vous entendre sur comment le film s'est monté, parce que avec le matériel que vous aviez, c'était certainement pas évident. Et puis, probablement avec cette idée de circularité, avec les origines, la fin, enfin quelque chose. Moi, je sais pas, à un moment donné, je pensais à l'ouverture, par exemple, du film de Bellatar sur les harmonies de Werckmeister, avec les étoiles et puis la lune et tout ça. C'était cette idée de quelque chose qui part et qui revient. Et en tout cas, je sentais que tout ça portait le film, quoi. Oui, il y avait cette idée-là, effectivement. Au niveau du montage, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est monter chacune des séquences de manière autonome, sans penser à la construction du film. Et puis, de chacune des séquences, on a sorti une capture d'écran, une première image. Puis Marie-Claude a fait une organisation de ces séquences-là. Donc... parce que moi, j'étais un peu perdu, en fait, je me disais, je ne savais vraiment pas comment traiter ce matériel-là. Donc, à partir de cette circulation-là, cette organisation-là, je l'ai suivie de manière assez méthodique. Et puis là, on a fait un premier visionnement, puis on a senti que quelque chose marchait. Il y a des choses qui ne marchaient pas qu'on a enlevées, mais de cette première organisation-là. Donc, c'est construit vraiment à partir de l'image, et les textes sont venus par après. On savait qu'on voulait utiliser des textes, mais les textes sont venus s'installer peu à peu, avec là beaucoup d'allers-retours. Et dans les textes, il y a quelque chose en cours de route qui s'est... révélé, c'est-à-dire la présence d'un voyageur invisible. Mais ça, c'est à travers tout un travail de recherche que Marie-Claude a fait principalement. Donc, elle arrivait avec des textes que moi, je plaçais dans le film, puis je disais non, ça ne marche pas. Puis à force d'aller-retour, à un moment donné, ce voyageur-là, qui est un voyageur qui traverse les textes de Lenz, de Majrou, de Darwish,
en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce voyageur-là, à travers tous ces écrivains-là, qui, à nos yeux, étaient peut-être, en fait, c'est ce qu'on se disait, des héritiers d'Empédocle, voilà, dont la pensée était très proche de celle d'Empédocle. Ouais. Ouais. En fait, oui. C'est très bon, j'ai beaucoup aimé le film. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le lien entre, comment vous avez fait le lien dans le film avec la poésie d'Empédocle et toutes les traditions qu'on voit là, des Grecs, les différentes traditions, les danses, les cérémonies qu'ils ont. Comment vous avez fait ce lien-là? En fait, il y a quelque chose de païen qu'on voulait dans le film aussi. Puis chez les Grecs, c'est très présent, même si la religion est venue contaminer ces cérémonies païennes-là. Les cérémonies, disons, le côté païen des cérémonies reste. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, qui s'approche en fait de l'époque d'Empédocle. On peut penser aussi aux cérémonies en hommage à Dionysios, les hommes qu'on voit à la fin, là, en fait, les espèces de mi-hommes, des satyres. C'est un peu inspiré, ou en fait, ça tire sa source de cérémonie à Dionysios, c'est ça. Moi, je cherchais quelque chose de païen qui un peu vienne nous sortir du réel, mais en même temps ancré dans le réel. C'est ce que je cherchais. Non pas une construction qui vienne de disons, de mon imaginaire, mais donc je savais que ça existait à certains endroits en Grèce, et puis je suis allé à la recherche de ça. Ça s'est entremêlé, comme je parlais avec les textes. Les textes sont arrivés peu à peu, avec des essais, des erreurs, et à un moment donné, ça a fait cette affaire-là. Par rapport à partir du réel et glisser dans un imaginaire, moi, la question sonore m'intéresse énormément dans ce film-là. Si je prends juste la musique, par exemple, souvent, on a du mal à savoir si c'est le son ambiant ou la musique. La musique, en fait, semble avoir été créée et superposée à partir des cloches, à partir des sons qu'on entend déjà. Est-ce que c'est le cas? Comment ça s'est passé? On pensait assez rapidement, on savait qu'on voulait travailler avec la musique de Wolf Eyes puis Robert Hickey. C'était deux musiciens dont on a les disques à la maison, puis on a un peu débordé des disques qu'on a à la maison, puis on s'est mis à chercher. Il y a quelque chose dans Wolf Eyes de tellurique, alors qui pour moi s'approche de quelque chose de la musique antique grecque. En même temps, c'est très aujourd'hui et très impertinent, mais il y avait ce sentiment-là, donc je voulais travailler avec ça. Et puis, Robert Hickey, il travaille, les pièces qu'on a utilisées, il travaille à partir c'est de la musique modulaire, donc c'est de la musique créée par ordinateur, mais il prend le contact de base c'est des plantes, donc il met des senseurs sur des plantes, puis à partir des senseurs, il vient moduler la musique. Donc pour moi, ça allait très bien dans l'esprit du film, c'est-à-dire à partir d'une musique électronique, il crée quelque chose qui est organique, donc il y avait ce jeu-là. Et puis le montage sonore a un peu juste accompagné ce travail musical qui était là, même dans le montage. Là. Ouais, c'est ça. Ça nous amène dans tout un voyage. Là, et je pense qu'on est de plus en plus envoûté. Il y a un côté hypnotisant, qui même, si on veut, à un moment donné, c'est une expérience de perception très différente de ce que j'avais vu depuis très longtemps. Puis, je peux apprécier ton audace
Et j'aime beaucoup la Grèce, que j'ai déjà fréquentée, mais une question que je me suis posée, parce que dans la Grèce, on sent quand même une polarité entre la mer et la terre. Puis qu'est-ce qui vous a poussé à faire un voyage qui est vraiment plus dans les entrailles de la terre et d'écarter à un moment donné, si on est porté associé à la mer, qui est plus aussi par Ulysse et les sirènes et tout ça. Puis tu nous amènes complètement ailleurs. Je me demandais comment ça s'était dessiné. On a quand même filmé la mer à quelques moments. Elle est là, présente, mais de façon plus... mais bon, encore, c'est Empédocle qui nous guidait dans nos choix, dans nos chemins, dans nos intérêts. Puis après, il y a les gens qu'on rencontre. Quand même, une bonne partie du film est tournée à Naxos. Ça reste une île, mais à Naxos, il y avait tout le travail des bergers, le travail d'extraction du marbre. C'était là, et puis pour moi, ça allait dans le sens de cette exploration-là autour des éléments. Donc, c'est un peu ça qui m'a guidé dans les choix. Ouais, on a quand même filmé pas mal la mer, mais finalement, elle est là comme juste comme des moments de suspension dans le film. Ouais. Puis ces espèces de... Bon, le rituel dionysiaque, tu veux-tu en parler un peu plus? Parce que c'est quand même très intriguant. Puis à un moment donné, on a l'impression que c'est quelques chamans. On se croirait peut-être plus quasiment au Népal. Puis ailleurs, il y a la population, le village est là aussi, qui participe. Oui. En fait, c'est devenu vraiment des fêtes populaires. Puis il y a une dégradation de ce que ces fêtes-là ont été autrefois. Là, ça devient de plus en plus... il y a une volonté, par exemple, de faire de ces fêtes-là, de faire que ces fêtes-là soient reconnues par l'UNESCO. Du coup, ça amène des gens, puis... les deux hommes que j'ai filmés, eux, sont un peu en guerre contre cette commercialisation, si on peut dire, de ces fêtes-là. Donc, eux, ils sont plutôt des intégristes par rapport à ces fêtes-là, puis ils ont comme, voilà, on fait pas ça au village, on va aller ailleurs, on va essayer de retrouver quelque chose de fondamental. Donc, alors, c'est eux qui ont voulu être filmés à part dans le grand espace. C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils m'expliquaient à quel point le village était... c'est vrai que quand ça se passe à l'intérieur du village... dans leur cas, il y a vraiment beaucoup de monde, là. C'est pas tant touristique, disons, pour l'étranger que beaucoup de gens de Grèce qui viennent, puis c'est comme si ça devient une fête pour la caméra. Alors moi, je leur disais, peut-être qu'on peut faire une fête pour la caméra, mais qui préserve quelque chose du rituel auquel vous adhérez, donc on est juste un peu sorti du village. Mais c'est tout, partout dans le nord de la Grèce... il y a ces fêtes-là, et chaque village a sa propre manière de célébrer, mais ça se passe pas mal tous au début du mois de janvier, autour de l'Épiphanie. Mais c'est en fait une fête de la renaissance, des semences. On prépare déjà le printemps, et donc cette fête-là va dans ce sens-là. Enfin, j'ai tout un texte là-dessus, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Oui, le film, il travaille beaucoup à un niveau philosophique, mais en même temps, quand tu parles de ces fêtes païennes et tout ça, on ne peut pas s'empêcher d'y voir aussi peut-être un caractère politique, parce que comme si le film aussi était porteur peut-être d'une nouvelle utopie, enfin, c'est-à-dire un peu comme à la fin de ton film précédent, avec les réfugiés qui arrivent au bord de l'eau et on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut naître de ça. Là aussi, à la fin, c'est comme si le film, avec cette fête, était porteur on parle du premier feu, donc il pourrait y avoir un nouveau feu, puisque à un moment donné, il y a un poème qui est lu, puis qui laisse entendre que c'est pas prêt de s'éteindre. Ouais, c'est ça, on peut pas l'éteindre parce que maintenant nous sommes trop nombreux. Donc,
Donc le film est porteur aussi de cette dimension politique, j'imagine. Est-ce que c'était là depuis le début? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, j'espérais une forme de soulèvement en Grèce. Évidemment, les soulèvements arrivent toujours au moment où on les attend pas, mais les Grecs me disent que la dépression est tellement forte qu'eux-mêmes ne voient pas le début de quelque chose qui va permettre un renversement de ce qui est en train d'arriver. Mais par contre, dans ces fêtes-là, qui sont en plus dans des milieux assez conservateurs, il y a cette idée-là de ce moment de la fête où tout est permis et où on devient autre. Il y a ça dans toutes ces fêtes-là, il y a l'idée de cette métamorphose mi-homme, mi-animal, et où dans cette transformation-là, dans cette métamorphose-là, il y a cette idée d'une espèce de confrontation même avec le pouvoir. C'est inscrit, c'est là. Mais voilà. Donc ça reste là comme une potentialité, si tu veux. Ouais. Je voulais, bravo, c'est vraiment beau. Je voulais juste avoir plus de précision sur l'écriture. Donc, c'est une écriture originale inspirée des textes, c'est ça? Oui, c'est-à-dire quand on va, si on va aux sources, on se rend compte qu'il y a tout un travail d'écriture que Marie-Claude a fait. Mais c'est vraiment inspiré de Nietzsche, d'Empédocle. Empédocle, c'est pas mal le texte, un des fragments originaux. Mais dans le cas de Majrou, c'est un travail d'écriture. Dans le cas de Lenz, c'est un travail d'écriture. En fait, tous les autres, c'est un travail de réécriture, de collage. Oui, tout à fait. Mais ça respecte totalement l'esprit de chacun, par contre. Ouais. C'est très beau. Le texte est vraiment très beau aussi. Oui, oui. Il y a quelqu'un en avant ici qui a besoin du micro. Ah, mais les gens en arrière n'entendront pas. Ça y est. Je me demandais, qu'est-ce que vous disiez aux travailleurs quand vous allez les rencontrer? C'était comment? Je leur disais exactement ce que je vous dis là, c'est-à-dire que je fais un film inspiré d'Empédocle. Ça va être un film expérimental. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais c'est une exploration à partir des sens, puis à partir de cette idée d'Empédocle. Puis voilà, c'était ça Puis voilà, vas-y, il n'y a pas de problème. C'était comme ça que ça s'est passé pour la plupart. C'est original, ça fait du bien de ne pas avoir quelqu'un qui vient nous parler de la crise. C'est comme, OK, on est capable de parler d'autres choses, viens. Ça s'est fait pas mal comme ça. Évidemment, dans chacun des villages, dans chacune des régions où je suis allé, j'étais accompagné, ou en fait, j'ai trouvé des gens qui ça s'est fait beaucoup comme ça, c'est-à-dire c'est des rencontres impromptues qui se sont faites à l'étape de la recherche, où on a rencontré des gens qui habitaient là, qui parlaient anglais, à qui j'ai pu parler de mon projet, puis avec qui on a gardé le contact et qui m'ont amené voir les travailleurs dans les mines, par exemple. Ouais, ça s'est fait comme ça. Donc j'étais capable de dialoguer, mais bon, beaucoup d'entre eux aussi parlaient un peu anglais, donc on arrivait à se comprendre. Et le tournage s'est fait par des séjours de combien de temps environ? Sur combien de temps? Des fois, un mois à 6 semaines. Je pense que c'est parce qu'il y a eu des voyages de recherche, plus des tournages. Je pense qu'en tout, c'est 5 voyages. 5 voyages? Ouais, c'est tout ça? Je me trompe-tu? 4-5 voyages, en tout cas, c'est ça. Puis autour de 1 mois, 6 semaines, parce que c'est vraiment
On est entre Naxos, Amorgos, après ça dans le nord de la Grèce, après ça à Athènes. Donc, je me suis quand même pas mal promené dans le pays. Là. Pour filmer aussi la nature et les animaux, il faut prendre le temps que ça prend. En fait, le premier voyage qu'on a fait à Amorgos, quand c'est vraiment là qu'est née l'idée du film, quand on est allé là, il y avait un vent fou incroyable. C'était un vent... moi, je disais, c'était un vent à tout jeter à terre. Mais pourtant, les choses restaient solidement ancrées. Puis à partir de ça, cette idée-là d'un film sur les éléments est venue. Puis c'était comme... ça venait un peu bouleverser cette idée qu'on a de la Grèce, pays calme, etc. Il y avait comme une telle présence des éléments qu'on comprenait que les Grecs aient pu s'inventer des dieux. Et donc, le film est né comme ça. Là. La première intuition est née comme ça. Formidable. Veux-tu avoir l'occasion de te présenter en Grèce? Oui, j'espère. Je vais travailler là-dessus. Oui, bien évidemment, je vais le soumettre à des festivals, mais au-delà de ça, c'est sûr que je vais me promener avec pour le montrer. Mais là, j'ai du voyagement à faire. Là. C'est pas juste de le présenter à Athènes comme Combat ou de la nuit. Il faut que j'aille à Naxos, et puis après ça, à Volakos dans le nord. En fait, c'est plusieurs visionnements à faire. Ouais. En Grèce. En Grèce, oui. Formidable.